La garde à vue, voilà un thème que le profane attend ou écoute à longueur de journée dans les affaires de justice sans véritablement comprendre ses incidences. La garde à vue sera au cœur de ce nouveau numéro de l'émission L'heure du droit sur le www.radio.jena.tg ou alors vous qui avez téléchargé notre application mobile est disponible dans le Play Store. Tapez simplement Radio Jena et nous en parlons justement autour de cette émission et sur ce plateau avec Roger Bakou qui est juriste. Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Jean-Marie Koussalima. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes tous deux des bons conseils juridiques de la plateforme Les Bons Conseils Juridiques. La technique de cette émission est signée Rémi Rumpati. Je suis Elia Tipo. Première question, la garde à vue, on en entend parler. C'est quoi la garde à vue? Messieurs les juristes. Merci beaucoup. Parler de la garde à vue nous amène d'abord à explorer une discipline juridique qui est la procédure pénale, parce que c'est au sein de la procédure pénale qu'intervient cette notion de garde à vue. Alors, c'est quoi la procédure pénale d'abord? Techniquement, on l'envisage comme le droit pénal en action. Donc, c'est parce qu'il y a le droit pénal qu'il y a la procédure pénale. Littéralement, elle est envisagée comme l'ensemble des procédures, bien sûr l'ensemble des règles qui gouvernent la procédure d'intervention de l'autorité étatique dans le processus de répression d'une infraction à la loi pénale. Et donc, cette définition nous laisse présager que la procédure pénale suit une certaines formalités, certaines étapes. D'abord, à commencer par le dépôt de la plainte par la victime. Ensuite, nous avons les enquêtes. Nous avons d'une part l'enquête policière, l'enquête judiciaire. On a le procès pénal. Et ensuite, nous avons l'exécution de la peine s'il y en a, puisqu'il y a des procès qui se terminent soit par des relax ou bien des acquittements. Alors, de toutes ces étapes, où pouvons-nous situer la garde à vue? La garde à vue se situe effectivement au niveau de l'enquête, spécialement de l'enquête policière. Alors, venons maintenant à la question principale qui est de savoir qu'est-ce que la garde à vue? La garde à vue a son fondement juridique dans l'article 52 du Code de procédure pénale togolais et qui est envisagé comme cette mesure prise par un officier de police judiciaire dans les besoins d'enquête de retenir en son unité une personne sur laquelle il pèse des indices de culpabilité durant une période déterminée. Donc c'est un peu ça la notion de garde à vue. La notion de garde à vue qui fait forcément référence à la procédure pénale, comme il y a également la procédure civile. Mais Roger Bakou, je vais me retourner vers vous. La garde à vue, si elle est pénale, qui prend cette initiative ou bien quelle est l'autorité qui prend la décision de la garde à vue et dans quelles conditions doit-elle prendre cette décision, l'autorité? D'accord. Donc, la garde à vue, comme le confrère l'a dit, elle intervient dans la phase de la procédure pénale avant jugement. Ouais. Donc, quand il y a une infraction, il y a des enquêtes, la police va faire des enquêtes pour pouvoir essayer de retrouver, d'abord rechercher les indices, retrouver les auteurs et autres. Et maintenant, on va les confronter tous devant la justice. Donc, la mesure de garde à vue, elle est prise par les OPJ, les officiers de police judiciaire. Et vous entendez quoi par OPJ, officier de police judiciaire? Bon, les officiers de police judiciaire qui, de façon très usuelle, procèdent à la garde à vue de façon courante. On va citer les policiers, les gendarmes. Dans les unités de police ou dans les brigades de gendarmerie, ce sont très souvent les OPJ là qui, dans le cadre de cette procédure pénale, de leurs enquêtes, vont être amenés à garder une personne. Voilà. Donc, comme le confrère l'a dit, il y a une plainte, il y a une infraction qui a été commise, par exemple, on a commis un vol. Donc, la police, dans l'enquête préliminaire,
et l'autre va faire ses enquêtes. Elle va essayer de retrouver les indices, les auteurs et tout. Et maintenant, dans le cadre de cette enquête, elle peut être amenée, s'il y a des indices concordants, elle peut être amenée à retenir une personne dans le sein de leurs locaux, justement pendant une période déterminée. Donc, ce sont les OPJ, dans le cadre de l'enquête préliminaire, une enquête de flagrance, ça dépend, qui justement peuvent prendre cette mesure de garde. Alors, si l'OPJ peut prendre une telle décision de mettre quelqu'un en garde à vue, est-ce que c'est tout le monde qui peut être gardé à vue ou il y a des personnes spécifiques qu'on garde à vue et dans quel cas on doit me garder à vue? Ou vous pouvez, parce que je suis policier aujourd'hui, mettre Roger ou mon caméraman derrière les barreaux ou bien le garder à vue? Oui. À cette question, il faut dire que par principe, tout le monde peut être gardé à vue. Il suffit que les conditions soient réunies. Et ces conditions sont lesquelles il faut d'abord qu'il existe des indices de culpabilité. Et ensuite, il faut que l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie soit punie au moins d'une peine d'emprisonnement. Donc, il faut dire par là que pour les petites infractions qui nécessitent seulement, dont la peine maximale est juste une amende, on n'en a pas besoin de retenir la personne. Les contraventions, par exemple. Voilà, on en a une pas affaire besoin, civile. Pas besoin de ça. Nous sommes dans un autre domaine carrément, qui n'a rien à voir avec cette procédure de garde à vue, puisque c'est une affaire civile. Et donc, à cette question qui peut être gardée à vue, c'est tout le monde par principe. Tout le monde peut être gardé à vue. Mais de façon exceptionnelle, il y a certaines personnalités qui sont extraites de cette procédure. Soit ces personnes bénéficient d'une procédure particulière ou bien de ce que nous appelons des immunités. Donc, au rang de ces personnes, nous avons le président de la République qui lui bénéficie d'une procédure particulière et nous avons des agents diplomatiques et consulaires qui, eux, bénéficient d'une immunité que diplomatique. Oui, l'immunité diplomatique, des fois, on étend cette immunité à leur famille. Nous avons aussi les parlementaires, donc eux, ils bénéficient de l'immunité parlementaire. Donc, ils ne peuvent pas être gardés à vue, sauf lorsqu'il s'agit d'un cas de flagrant délit. Et dans cette mesure, il y a aussi certaines étapes qu'il faut suivre d'abord, notamment la levée de son immunité parlementaire. On en a connu plusieurs ici au Togo dans ce processus de la levée d'immunité parlementaire. Je ne vais pas citer de nom quand même. Exactement, c'est courant dans nos sociétés. Voilà. En tout cas, justement, et le juge lui-même, est-ce qu'il peut être gardé à vue? Oui, les magistrats aussi... Ils sont protégés. Non, ils ne sont pas protégés parce que il faut quand même que la justice puisse être administrable à tout le monde. Mais c'est juste qu'il y a toujours des procédures particulières. Les magistrats et les hauts dignitaires, il y a toujours une procédure particulière. Ce que moi j'aimerais ajouter, c'est qu'il ne faut pas que le citoyen ou bien que nous soyons tous apeurés. Nous sommes tous candidats, en tout cas, à cette procédure-là, parce que c'est normal que dans le cadre d'une enquête, lorsqu'il y a des preuves qui tendent à vous désigner comme coupable, il y a même des exemples que la procédure pénale donne. Ça, c'est un cas de flagrant délit. Quand on dit que, par exemple, dans un temps voisin de la commission de l'infraction, on vous retrouve avec des substances qui vous relient à la scène de l'infraction. Bon, vous comprenez que dans ces circonstances, on a le droit, on ne vous accuse pas, puisqu'il y a le principe de la présomption d'innocence qui couvre toute la période avant procès. On ne vous accuse pas, vous n'êtes pas reconnu coupable par avance, mais pour approfondir les enquêtes, le policier a quand même le droit de vous retenir. Maintenant, ce qui est peut-être déplorable, c'est les conditions dans lesquelles on vous retient, et c'est peut-être le traitement qui suit aussi cette mesure de garde à vue. Donc moi, j'aimerais dire aux téléspectateurs que c'est une procédure normale, elle est faite pour pouvoir clarifier les choses. On parle de manifestation de la vérité, c'est juste pour qu'il y ait une manifestation de la vérité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des indices qui sont suffisamment
Vous voyez, le mot ne me vient pas, mais... Il n'y a pas de concordance encore Il n'y a entre... pas de concordance, il n'y a pas de gravité, on ne va pas vous maintenir en garde à vue, vous voyez. Donc c'est véritablement ça. Donc à vous écouter, on ne doit pas avoir peur de la garde à vue. On est tous de potentiels candidats à la garde à vue. Exactement. Comme on est potentiel candidat à la mort. Voilà, justement. Bon, quand... en fait, oui, allez-y. Le garder à Jean-Marie. vue, il n'est pas encore dans le lien de la culpabilité judiciaire. C'est juste une mesure de rétention. Sinon, on peut pas... À ce niveau, on ne peut pas dire il a un problème avec la justice. Donc, l'étape, c'est la première étape, rien n'est encore... Pour la manifestation de la vérité. Exactement. Et donc, s'il est clean, il n'a pas à s'inquiéter. Il n'a pas à s'inquiéter. Parce que la garde à vue, c'est juste pour un temps aussi. Même si on en reviendra beaucoup plus sur la durée de la garde à vue, vous avez dit, on est tous candidats à la garde à vue. Moi, je suis à Radio Djena, je défends les droits de l'enfant. Est-ce qu'un enfant, il peut être gardé à vue? Jean-Marie. À cette question, nous devons nous poser une autre question. Celle de savoir qui est mineur en droit pénal. Vous êtes là pour ça? C'est moi qui pose les questions. D'abord, la question de la majorité ou bien la minorité, elle est relative en fonction de la matière en question. Par exemple, la majorité civile, elle est fixée à 18 ans. La majorité sociale, je veux exactement parler là en droit du travail, elle est fixée à 15 ans. Maintenant, au niveau de la majorité pénale, quel âge a été retenu? À cette question, c'est le Code de l'enfant qui répond à ces articles 304 et 305. En disant quoi? L'enfant de moins de 14 ans peut être placé en audition, pas en garde à vue. Dans certaines conditions bien encadrées. C'est quoi être gardé en audition? Non, il peut être retenu juste pour les auditions. Pour l'écouter. Donc, il ne peut pas être gardé à vue. Non. Il ne peut pas être gardé à vue. Moins de 14 ans. Non. Moins de 14 ans, il ne peut pas être gardé à vue. Et lors des auditions, l'audition ne peut pas excéder 4 heures de temps affilé. L'audition doit être séquencée. Voilà, avec un minimum de 2 pauses de 15 minutes. De 15 minutes. Et en aucun cas, l'enfant de moins de 14 ans ne peut être gardé à vue. Maintenant, pour l'enfant de plus de 14 ans, là, il peut être auditionné, mais toujours avec des encadrements nécessaires. L'audition ne peut pas dépasser 5 heures de temps et il faut qu'il y ait au minimum 3 pauses de 15 minutes. Et lorsque l'officier de police judiciaire juge nécessaire de le retenir en garde à vue, la garde à vue pour l'enfant, pour le mineur de plus de 14 ans, est fixée à 20 heures au maximum. Et lorsque... De 14 ans à quel âge? De 14 ans à 18 ans ou bien de 14 ans à 30 ans? De 14 ans à 18 ans. De 14 ans à 18 ans. D'accord. Si je comprends, l'enfant mineur de 14 ans, moins de 14 ans, ne peut pas être gardé à vue. Moins de 14 ans, il ne peut pas être gardé à vue. On ne fait que l'écouter. Il passe devant l'audition. En audition, c'est ça. L'enfant, dont l'âge est situé entre 14 et 18 ans, il peut être gardé à vue, mais son audition ne peut pas excéder 5 heures de temps d'affilée, mais le tout entrecoupé de 15 minutes, x 3. D'accord. Je vais apporter une précision. En fait, avant 14 ans, il y a l'irresponsabilité pénale. C'est global. On ne peut pas engager la responsabilité pénale de l'enfant avant 14 ans. Donc, entre autres, il ne peut pas être reconnu responsable ou présumé responsable de la commission d'une infraction. Donc, c'est à ce titre qu'il n'est pas gardé à vue. Donc, après 14 ans, il peut faire l'objet d'une mesure de garde à vue. Et là, comme le confrère l'a dit, c'est dans des locaux, dans des conditions bien distinctes du majeur. À Lomé, par exemple, pour garder à vue un mineur, la garde à vue va se faire à la brigade pour mineurs.
Maintenant, pour les villes à l'intérieur où il n'y a pas forcément un édifice qui a été conçu spécialement pour accueillir les enfants, ils doivent être gardés dans des cellules bien distinctes des adultes. On ne doit pas mélanger les mineurs et les adultes. Ce sont des droits que les citoyens doivent maîtriser, parce que si dans la pratique, vous vous retrouvez avec des enfants qui sont gardés à vue avec des adultes, ce sont des infractions, ce sont des violations aux droits de l'homme. Ce ne sont pas des infractions, mais ce sont des violations aux droits inscrits dans la procédure. Et puis, vous êtes en droit de réclamer que donc, vous dites, puisse, si un garçon, j'arrive à la police et qu'un garçon de moins de 18 ans se retrouve avec des plus de 18 ans, je dois pouvoir dire à l'officier de police, ce n'est pas normal? Oui, il y a une distinction, il y a une catégorisation lors de la détention. Les femmes ne sont pas gardées avec les hommes, les mineurs ne sont pas gardés avec les adultes. Voilà. Vous êtes bien sûr sur le www.radio.jena.tg dans l'émission L'heure du droit qui reçoit deux juristes qui nous viennent des bons conseils juridiques, Roger Bakou et puis Jean-Marie Koussalima, tous deux des bons conseils juridiques. Alors, dites-nous, où est-ce vous avez abordé les enfants, qu'on doit garder dans une brigade pour mineurs ou dans des lieux spécifiques avec les enfants? Alors, Jean-Marie, pour les adultes, ceux-là qui peuvent être des responsables des crimes ou bien des infractions qui sont punis, dites-nous, où est-ce qu'on doit les garder? Généralement, comme nous l'avons dit plus haut, la mesure de garde à vue est prise par l'officier de police judiciaire. Et nous avons dit qu'il peut être officier de police judiciaire, notamment les policiers au gradé, les gendarmes. Et donc, logiquement, le lieu de détention de garder à vue, c'est dans les locaux de police et de gendarmerie. Il y a des cellules bien aménagées pour ces genres de situations. Donc c'est à la gendarmerie, soit à la police. Et nulle part. Donc quand on ne va pas en garde à vue à la prison? Non, pas de garde à vue à la prison. Non. Parce qu'avant d'entrer en prison, il y a des procédures bien particulières. Il y a un changement de statut et tout. Et moi, alors, j'aimerais même ajouter que la garde à vue, en fait, c'est la privation du droit de la liberté d'aller et de venir. Donc, techniquement, on devrait pouvoir faire courir le délai de garde à vue à partir du moment où un officier de police judiciaire vous prive de votre liberté d'aller et venir. Justement, c'est là aussi l'autre inquiétude. Avant d'arriver à ce délai, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des services spéciaux, par exemple les services de renseignement et autres, est-ce qu'ils peuvent garder les gens en leur sein? Parce que vous dites dans les locaux de la police et puis de la gendarmerie. Si aujourd'hui il y a peut-être l'Agence nationale de renseignement au Togo, par exemple, on en a vu dans certains procès où ils ont dit on a été gardé à l'ANR et il y avait un tollé. Est-ce qu'on peut garder aussi dans ces services spéciaux? Dans la pratique, je sais qu'il y a des personnes même qui sont gardées à vue au niveau du SCRIC. Vous voyez? Service central de recherche et d'investigation criminelle. Et ce que les gens, je sais que ce que la plupart dénoncent ou regrettent, c'est la violence avec laquelle, ou bien le traitement qui est un peu trop, qui n'est pas vraiment du goût de tout le monde finalement. Sinon, oui, ils peuvent les garder à vue. En fait, la liste des OPJ, elle ne se limite pas seulement qu'aux policiers, aux gendarmes. Je pense qu'il y a les maires même, les préfets. Oui, la liste, elle est vraiment... Ah bon? Il y a une liste élargie. Le directeur de la sécurité nationale et son adjoint. Donc, c'est pour dire qu'en fait, on se situe dans la phase avant jugement. Ça, c'est grosso modo, c'est une vue macro, parce que techniquement, la garde à vue vient avant la détention préventive. C'est-à-dire que toutes les enquêtes qui vont se faire, les enquêtes préliminaires, les enquêtes de flagrance, quelle que soit l'unité, le corps de police qui mène cette enquête, dans le cadre de cette enquête-là, ils ont le pouvoir de retenir quelqu'un contre qui il existe des preuves, des indices graves ou concordants, tout ce que vous voulez. Alors, quelle est la durée de cette garde à vue? Vous étiez en train d'en parler tout de suite. Nous devons tous retenir que la durée, c'est 48 heures. C'est le premier délai, malheureusement. Il y a des prorogations. Il y a des prorogations. D'abord, même avant de placer en garde à vue, l'OPJ doit avoir l'aval de son supérieur hiérarchique, qui est le procureur de la République. Le procureur général, ça dépend selon le cas. Puisqu'on dit qu'il
qui ne doit pas le garder au-delà de 48 heures. Donc, s'il faut déduire littéralement le sens de cette phrase, ça veut dire que c'est une durée maximale. Mais on peut proroger. Oui, ça, c'est dans des cas exceptionnels. Lorsque l'OPJ estime cela nécessaire, il peut autoriser généralement, c'est le procureur de la République qui a ce pouvoir de prorogation de la durée. Et cette durée court de quand? À partir de quel moment? À partir du moment où l'officier me notifie que je suis en garde à vue, ou à partir du moment où je suis dans les locaux de la police ou de la gendarmerie? C'est au moment où il notifie au procureur de la République que la durée commence à courir. Ça veut dire que... Ce qui veut dire, si, ma question elle est là, si il revient à l'officier de notifier au procureur avant de dire que je suis en garde à vue, il peut me garder peut-être de 17h jusqu'à 0h avant de notifier. Est-ce que c'est lorsque il m'amène à la police à 17h qu'il doit me signifier que je suis en garde à vue, ou à quel moment est-ce qu'il doit me dire que je suis en garde à vue, le policier? Au niveau des formalités qui se passent lorsque vous êtes en garde à vue, la première formalité, c'est-à-dire la première obligation qui incombe à l'OPJ, c'est d'abord d'informer au procureur de la République qu'il a en son unité une personne gardée à vue. Et en cours de garde à vue, il y a ces formalités, notamment il y a le registre, le registre sur lequel on doit t'enregistrer, ton identité, bref, tout ce qui décline ton identité. Et donc, concernant le délai, logiquement, c'est à partir du moment où il notifie au procureur de la République, j'ai au sein de mon unité une personne qui est gardée à vue, et c'est à partir de cet instant que le délai... Mais souvent, on voit des gens qui veulent venir avec leur avocat et demander est-ce que vous gardez mon client en vue ou quoi? Moi, je vais porter aussi une contribution à ce que mon collègue dit. Nous devons garder aussi à l'esprit que la justice est protectrice des libertés individuelles. Donc, le Code de la justice est chargé de protéger nous tous nos libertés. Et dans le cadre de la procédure pénale, l'OPJ ne peut pas décider de garder une personne à vue sans l'aval du procureur de la République. C'est toujours avec le consentement ou bien l'autorisation du procureur de la République qui va garder la personne à vue. Donc, techniquement, le procureur est informé avant la mise en garde à vue de la personne. Vous voyez? Donc, à quel moment ça commence par courir? Je l'ai déjà dit, à partir du moment où la personne est privée de sa liberté d'aller devenir, même s'il n'est pas encore, je ne veux pas dire cloué, mais même s'il n'est pas encore placé dans la cellule, la garde à vue commence par courir. Vous comprenez? Et maintenant, c'est 48 heures le délai, avec possibilité de proroger. Proroger, pourquoi? Parce qu'il y a des affaires complexes. Il y a des affaires complexes dans lesquelles il faut vraiment aller en besogne. Donc, le policier peut demander quand même le délai d'approfondir parce qu'il trouve que les raisonnements peut-être ne sont pas clairs et qu'il doit mieux comprendre. Oui, d'approfondir son investigation. Il faut aussi retenir que les policiers, les OPJ, si c'est par exemple une infraction de flagrant délit, un vol flagrant, ils peuvent s'auto-saisir. Un assassinat flagrant. Mais il y a des dans le schéma classique, c'est le procureur qui va demander d'aller faire telle ou telle enquête pour situer telle ou telle responsabilité, vous voyez. Parce que dans l'organigramme, les OPJ, leur supérieur hiérarchique, c'est le procureur de la République. Donc tout se fait avec son autorisation. Voilà. Alors, que se passe-t-il lorsque on est en garde à vue? Est-ce que nous avons des droits? Est-ce qu'on doit respecter certains de nos droits? Si oui, quels sont les droits qu'a un gardé à vue? Jean-Marie. Effectivement, le gardé à vue a des droits, mais aussi il a des obligations à remplir. Autrement dit, il a des devoirs. Donc il a des droits qui, comme on le dit souvent, qui parle de droits, parle de devoirs. On oublie ça souvent. Exactement. Non, au niveau des droits, la plupart de ces droits sont garantis par notre Constitution, au rang desquels nous avons le droit à l'information des charges. Lorsque l'OPJ vous retient, il a cette
l'OPJ a cette obligation de vous informer des charges qu'il a eu à retenir contre vous, ces charges qui justifient votre garde à vue. Et ce droit est garanti, et notamment dans notre Constitution à l'article 17. Et en outre, ce droit à l'information, on a le droit d'être examiné par un médecin de son choix. Un droit aussi consacré par notre Constitution. Et en plus de cela, nous avons le droit d'être assisté par un avocat. En dehors de cela aussi, il y a le droit d'information aux proches. Tu ne peux pas t'isoler sans qu'au moins un membre de ta famille ne sache que je fais l'objet d'une mesure de garde à vue. Donc tu as ce droit d'informer au moins un membre de ta famille. Donc c'est une obligation pour les officiers de police judiciaire de me laisser avoir un avocat, de ne pas parler si je veux, d'attendre que j'ai un avocat et forcément d'appeler ma famille pour dire je suis à tel niveau et si j'ai droit, je suis malade, je dois avoir un médecin. Voilà. Il faut pas oublier. Il y a aussi un droit, il y a le droit de faire des déclarations ou bien le droit de ne rien dire, de ne pas répondre aux interrogations. Et lorsque vous choisissez cette option, elle sera bien sûr notifiée au procès verbal que le gardé à vue a choisi ne faire aucune déclaration, ne pas répondre aux questions. Donc c'est un droit à vous. Roger, vous voudriez compléter? Oui, je voulais dire que ce droit-là, il faut aussi pouvoir réclamer ou bien exiger leur application. Par exemple, on vous autorise à passer un appel à informer l'un des membres de votre famille de cette mesure de rétention. Mais si l'OPJ ne vous pose pas expressément la question, est-ce que vous voulez appeler? Vous devez avoir la présence d'esprit déjà d'être informé de l'existence de ce droit et de le réclamer aussi. Vous comprenez? Le droit, il est là, la Constitution le garantit, c'est à vous de vous l'approprier ou d'exiger que... En autant, l'OPJ peut faire semblant de ne pas vous proposer cela. C'est pas impossible. Il peut évoquer l'oubli, par exemple. Je ne sais pas les circonstances dans lesquelles cette garde à vue là est en train de s'opérer, mais il faut avoir la présence d'esprit, en tout cas, de rappeler que je dois passer l'appel. Et moi, je pense qu'en toute chose, peut-être, il faut savoir réclamer son droit. Finalement, c'est ça qui va jouer. Le droit, ça s'arrache. Il faut arracher le droit, mais avec une certaine... un certain tact, quoi. Voilà. Ça va vous simplifier la vie. Oui, Jean-Marie, vous étiez également en train d'évoquer les devoirs, parce que vous avez dit qu'il parle de droit, pas forcément de devoirs. Alors, quels sont les devoirs que quelqu'un qui est gardé à vue doit appliquer? Bon, au niveau des devoirs, je crois que nous avons un seul devoir principal. Un devoir qui est encadré par l'article 580 du Code pénal qui parle de l'évasion. Et le gardé à vue a l'obligation de ne pas fuir. Sinon, il sera considéré comme quelqu'un qui s'est évadé. Un fugitif. Voilà. Et il va suivre la rigueur de l'article 580 du Code pénal. Toute personne détenue en garde à vue a l'obligation de se mettre à la disposition de l'OPJ pour les nécessités d'enquête. Donc, plusieurs droits, mais un seul devoir. Non, il n'y a pas qu'un. Moi, je vais en ajouter. Ah, ok, parce que c'est ce qu'on a dit, c'est ce que le juriste a dit. Moi, je suis à la maison, il a dit de ne pas fuir, c'est tout. On l'a dit, l'objectif, la procédure pénale en instituant la garde à vue, c'est de permettre qu'il y ait manifestation de la vérité. Donc, il faut aussi collaborer. Voilà. Il faut contribuer à cette manifestation de la vérité en disant les choses de la manière la plus franche que possible. Vous voyez? Donc moi, c'est ce que moi je veux dire. Donc quand vous êtes en mesure de garde à vue, simplifiez la procédure, permettez véritablement qu'on puisse situer les responsabilités. Dites les choses clairement, dites la vérité. Voilà. Et alors, si moi j'ai des droits et qu'on me prive de ces droits, qu'est-ce qui va se passer lorsque c'est-à-dire c'est l'agent qui ne respecte pas ces formalités de garde à vue? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Marie? À ce niveau, il y a l'article 15 de la Constitution répond en partie à cette inquiétude en offrant la possibilité pour le garder à vue lorsqu'il sent qu'il est détenu dans des conditions
anormal de saisir une autorité judiciaire, notamment le procureur de la République ou bien le procureur général. Et il y a une autre possibilité qui est celle qui intervient dans le cadre du contrôle de l'action de la garde à vue. La garde à vue, elle est placée sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation. Alors, que se passe-t-il lorsque le procureur de la République, qui a en charge la direction de la garde à vue, lorsqu'il constate le non-respect de certaines formalités, d'abord, il informe au procureur général. Le procureur général, lui, à son tour, saisit la chambre d'accusation. Et maintenant, la chambre d'accusation a deux possibilités. La première possibilité, qui est celle de pouvoir retirer soit temporairement ou bien définitivement la qualité d'OPJ. Bon, donc si je trouve qu'on n'a pas respecté mes droits, l'OPJ a fait sciemment de ne pas respecter mes droits, c'est qu'il est conscient qu'il risque d'être radié. Oui. Il engage ses responsabilités en ce moment. S'il savait qu'il a vraiment méconnu certaines formalités. Mais vous savez, souvent, c'est la parole de l'OPJ contre la mienne. Hein. Vous savez, c'est ce qui se passe. Bon, de toute façon, je vais dire que ça, c'est un mécanisme de contrôle interne à l'institution judiciaire. C'est le magistrat, c'est-à-dire qu'au niveau des magistrats, il y a un mécanisme de contrôle de l'action des OPJ. Oui. Vous avez conscience que les OPJ, ils n'ont pas forcément une formation judiciaire. Ils ont une formation judiciaire, mais ce ne sont pas des magistrats. Donc le magistrat, qui est le gardien de la liberté individuelle, va s'assurer que tout se fait dans les règles de l'art. Et maintenant, lorsqu'il y a des bémols, il y a une procédure pour remonter jusqu'au niveau de la chambre d'accusation et prendre des sanctions. Mais moi, j'aimerais dire qu'il y a aussi un mécanisme de contrôle qui est externe à l'institution judiciaire. Et là, nous allons retrouver très souvent la CNDH. Oui. Nous allons retrouver les organisations de protection des droits de l'homme dans la société civile. Le CACIT. Le CACIT, entre autres. C'est-à-dire que si vous estimez que vos droits sont brimés au cours d'une mesure de garde à vue, vous pouvez rapidement saisir la CNDH ils ont la capacité d'agir de façon ponctuelle, rapide. Vous avez conscience que la procédure qu'on vient de décrire avec le procureur de la République, la chambre d'accusation, ça ne se fait pas en 10 minutes. En tout cas. Donc, si vous voulez une action rapide aussi, il faut penser peut-être à saisir la CNDH ou des institutions de protection des droits de l'homme. La LTDH, le CACIT. Voilà. Et eux, ils peuvent rapidement se porter sur le terrain pour monitorer. Et si possible, le monitoring aussi, in fine, c'est de pouvoir aussi dire à peut-être l'OPJ qui est en train de brimer vos droits, mais de pouvoir rétablir le débat, le dialogue. Et dans la discussion, vous lui rappelez qu'il ne doit pas faire ça, il ne doit pas faire ça. Et si ce n'est pas l'oubli, parce que l'oubli aussi, c'est une cause des malheurs. Ça, c'est dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, s'il a oublié, vous lui rappelez. D'accord ? Et si carrément il ne veut pas respecter, vous lui rappelez de toute façon. Donc, voilà. Alors, si je suis gardé, oui, vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Marie ? Il y avait l'autre possibilité, en matière de sanctions, l'autre possibilité. Ça, nous tombons dans le cadre de la responsabilité pénale. Qu'il savait que l'OPJ, dans le cadre de la garde à vue, a commis une infraction, notamment le cas de sévices corporels sur la personne du gardé à vue. La torture, les coups. Exactement ce qui est courant maintenant, puisque, les organisations de société civile tentent de résoudre. On en parle souvent, qu'on est brimé, on est violenté lorsqu'on est gardé à vue. Voilà. Et là, cette possibilité, c'est la responsabilité pénale de l'OPJ qui est engagée. La chambre d'accusation retourne le dossier au procureur qui, à son tour, va engager des poursuites pénales à l'encontre de l'OPJ. Voilà. Nous allons rapidement, je tiens à cela, rappeler que la torture est un crime imprescriptible. Crime contre l'humanité. Exactement. Donc je sais que très souvent... Il faut leur dire, il faut expliquer imprescriptible, c'est que si vous torturez aujourd'hui... On peut vous poursuivre à tout moment. À 50 ans après, on va vous poursuivre. Voilà. Et à moins que vous êtes mort, franchement, on peut vous poursuivre.
Donc, Tant que vous ne mourrez pas, on vous poursuit. Vous êtes toujours sous le coup de cette imprescriptibilité. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est que, bon, dans la pratique, les OPJ, ça fonctionne. C'est-à-dire que secouer un peu la personne, ça fonctionne. Mais c'est ça, il faut savoir faire les choses dans les règles de l'art. Parce que si vous ne respectez pas la dignité de la personne, vous la violentez, il y a mauvais traitement, sévices corporels, et à l'extrême, nous avons la torture. S'il y a tout ça, quel que soit le résultat que vous allez bien pouvoir produire, je vous dis, la torture, c'est les organes, c'est tout. Je dirais que c'est la société humaine tout entière qui s'est levée contre la torture. Donc, quel que soit le résultat que vous poursuivez, franchement, je crois que ça n'en vaut pas la peine. Souvent, on parle de vice de procédure simplement pour ça, parce que du moment où vous avez pu soutirer une information sous torture ou sous menace, on dit ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Voilà. Exactement. Donc, lorsque on vous menace et puis on vous retire quelque chose, sachez que vous pouvez toujours évoquer la torture ou la menace pour dire que cela ne doit pas, la contrainte et tout, pour dire que cela ne compte pas. C'est ça également, apprendre le droit sur le www.radio.jena.tg, sur notre application que vous avez téléchargée dans dans le Play Store. Et vous êtes bien sûr dans cette émission, l'heure du droit, où nous parlons de la garde à vue. Nous faisons comprendre aux auditeurs ce que c'est que la garde à vue, les droits et les devoirs liés à cela. Alors, si la garde à vue a une durée, que se passe-t-il une fois que cette durée est écoulée? Que se passe-t-il après la garde à vue? La fin de la garde à vue constitue en quelque sorte une transition pour passer, nous l'avons dit, la procédure pénale est une discipline procédurale. Il y a des étapes à passer. Donc, la fin de la garde à vue peut constituer que la fin de la garde à vue en fait annonce le passage d'une autre étape. Et là, il appartient désormais aux autorités judiciaires de décider de la suite de la garde à vue. Et après la garde à vue, il y a ce que nous appelons le dressage du procès verbal de la garde à vue. Et dans ce procès verbal, il y a toutes les informations nécessaires, à savoir le temps de la garde à vue, tout ce qui s'est passé durant la garde à vue. Et le procureur de la République prendra sa décision en considération du contenu de la garde à vue. Et là, nous avons 3 possibilités majeures qui reviennent au procureur de la République. Soit le gardé à vue est libéré, soit il est libéré avec une convocation, soit directement il est déféré au parquet. Donc, ce sont ces 3 grandes possibilités qui sont envisageables. Liberté totale, liberté avec convocation après, ou alors déféré. Déféré. Oui, Roger. Comme le collègue l'a dit, il y a 2 cas. Soit il n'y a rien finalement, les investigations n'ont rien donné de probant exactement à son encontre, il est libéré. Ou soit s'il y a véritablement des indices, maintenant il y aura gradation, on va monter en grade. Donc il y a un PV de garde à vue, on va le présenter au procureur de la République qui va l'écouter. Et si là nous sommes en train de vouloir tout doucement glisser vers la détention préventive. La détention préventive qui est une période de ça sera une question qui vous vient derrière. Voilà, plus longue pour permettre véritablement d'aller en besoin. Prenez la question comme ça, je vous l'ai posée de toute façon, vu que vous l'abordez déjà. La question, ce sera quoi par rapport à la détention? Non, la question c'est que est-ce qu'on doit confondre garde à vue à la détention préventive derrière et tout ça? Non, la garde à vue, comme on l'a dit déjà, c'est au niveau de la phase préliminaire, l'OPJ, dans le cadre de ces investigations, qui retient une personne dans un délai relativement court. Et maintenant... 48 heures prorogeables sur décision du procureur. Exceptionnellement. Merci pour le mot, exceptionnellement prorogeable. Donc maintenant, au niveau de la détention préventive, lorsque, après la période de garde à vue, on sent qu'il y a véritablement matière, il y a des indices là, on va l'emmener chez le procureur de la République, qui va le faire passer normalement devant le juge d'instruction. Et maintenant, on l'inculpe, on le place en garde à vue. En fait, c'est simple.
Lorsqu'il y a des indices, après la garde à vue va passer devant un magistrat et là va commencer la détention préventive. La détention préventive, elle est bien différente de la garde à vue. Déjà là-bas, c'est formellement le magistrat, le juge d'instruction qui va ordonner la détention préventive. On dit détention préventive en droit positif togolais, mais dans des pays voisins comme le Bénin, la France, on dit détention provisoire. Et je pense donc, est-ce qu'on doit comprendre, lorsque en France, on parle de détention provisoire, je dois comprendre ça comme ici au Togo, comme détention préventive. Exactement. Moi, je pense même qu'avec la réforme du prochain code de procédure pénale, nous allons aussi adopter cette terminologie de détention provisoire. Donc, voilà. Donc, je disais que la détention provisoire préventive au Togo, c'est une période de détention qui est vraiment longue, franchement longue. Et moi, je prends, en matière de délai, je prends l'article 113 qui dit, bon, il y a des exceptions, mais l'article 113 au moins, il dit la moitié du maximum de la peine. Vous comprenez que c'est grave. Par exemple, si vous devez faire 5 ans, la détention préventive doit faire 2 ans et demi. Au maximum. On peut vous garder jusque 2 ans et demi. Maintenant, à contrario, nous avons des infractions comme... N'oublions pas que nous sommes toujours avant procès. Vous êtes présumé innocent. Ce n'est pas une peine d'emprisonnement, c'est une mesure préventive, franchement, pour pouvoir faire le travail. J'ai discuté, dans le cadre de nos travaux, nous avons discuté avec un juge d'instruction qui a dit le délai, il est là pour permettre qu'on puisse faire des investigations approfondies. C'est vrai que pendant ce temps, la personne souffre dans son corps, mais il ne faut pas prendre le risque de bâcler les investigations, de libérer la personne et finalement de ne pas régler le problème. Et que cette personne commette plus grave que ce qu'elle avait eu à faire. C'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est pour régler le problème, c'est dans le process de règlement de ce problème-là que la personne est gardée à vue. Et vous savez, la garde à vue, ce n'est pas toujours pour garder... Il y a des... le code de procédure pénale togolais ne le dit pas, mais il y a des objectifs que doit poursuivre la détention préventive plutôt. C'est-à-dire qu'il faut empêcher que la personne fuit, il faut empêcher que la personne ne modifie les indices sur le terrain, il faut empêcher la subornation des témoins. Des témoins. Menacer, tuer un témoin. Menacer, voilà. Même tuer, il y a des gens qui tuent. Il faut faire cesser le trouble à l'ordre public. Par exemple, quelqu'un qui tamponne un enfant, tout le monde est fâché contre lui, et tout ça. Si on sait qu'en le gardant, ça va faire baisser les émeutes, on va le garder. Par exemple, dans le cas de George Floyd aux États-Unis, un juge d'instruction ou un procureur de la République diligent, il va garder le policier. Le policier. Ça va faire baisser les émeutes et tout. Et aussi, la détention préventive, ça peut être dans l'intérêt de la personne. Parce que si on le laisse, on peut le lyncher. Ouais. Donc il y a tellement de choses que... Si on vous laisse après, la famille se dit, la justice n'a pas encore travaillé. On va vous lyncher. Et puis on vous coupe quelque part, on vous tabasse. Donc si par exemple le juge d'instruction ne prend pas le temps de bien faire son travail et qu'il bâcle et qu'il vous libère, et que derrière on vous lynche, finalement notre système de justice, tout ce que la procédure a bien pu ficeler, tout ça n'aura servi à rien. Mais je voulais dire que la torture, c'est 50 ans, mais rassurez-vous, la détention préventive, tu ne vas pas faire 25 ans de détention préventive. Non. L'article 7 dit 10 ans. Et s'il y a déjà information, plus 1, ça fait 11 ans au maximum. Donc voilà. Le délai est long. Et moi, j'aimerais insister sur une caractéristique. C'est que normalement, la détention préventive doit bon, on ne peut pas dire purger, mais ceux qui sont mis en détention préventive, ils doivent être incarcérés dans des maisons d'arrêt. Ils ne doivent pas être placés dans des prisons pour peine. Celui qui est condamné va en prison. Celui qui est en détention préventive va dans une maison d'arrêt. Est-ce qu'on en a au Togo? On n'en a pas. Donc au Togo, on confond prison et maison d'arrêt. On n'a pas vu le temps passer, malheureusement. En tout cas, on a beaucoup appris autour de la garde à vue. Une notion ou bien un terme qui est beaucoup employé aujourd'hui dans les procédures pénales au niveau des commissariats ou encore des gendarmeries. Nous étions avec Roger Bakou, juriste. Roger, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Jean-Marie Koulassima, voilà. Koussalima,
Jean-Marie Koussalima, merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La mise en onde de cette émission a été l'œuvre de Rémi Oupati. Je vous retrouve samedi, même heure, même chaîne, pour une nouvelle actualité ou encore une nouvelle formation sur la question du droit. Je suis Elia Tipo, portez-vous bien. D'ici là, ciao, ciao.